Avant de commencer, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous appréciez cette histoire, s'il vous plaît, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Nous ne faisons que commencer, et chaque soutien de votre part fait toute la différence pour que je puisse continuer à vous apporter des histoires émouvantes comme celle-ci. Merci beaucoup. Maintenant, place à l'histoire. Je n'aurais jamais imaginé que mon propre fils puisse me regarder avec autant de mépris. Mais c'est exactement ce que j'ai vu cet après-midi de dimanche, quand Thomas m'a crié dessus devant cette femme. Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 59 ans, et pendant 36 ans, j'ai consacré chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque nuit blanche à mon fils unique. J'ai travaillé comme professeur de mathématiques dans un lycée public de Toulouse pendant 30 ans. Je n'ai jamais été riche. Je n'ai jamais eu de luxe. Mais j'ai toujours eu ma dignité. C'était en septembre, la chaleur accablait encore la ville. J'étais dans la maison que mon fils avait achetée il y a 2 ans. Une jolie maison de banlieue, avec un petit jardin et un barbecue à l'arrière. Il m'avait invité pour le déjeuner dominical. Ou plutôt, Anaïs, ma belle-fille, avait insisté. Thomas me parlait à peine ces derniers temps. Depuis que Martine, la mère d'Anaïs, fréquentait leur maison plus régulièrement, je sentais que quelque chose avait changé. Martine avait 61 ans, des cheveux platine impeccables, des bijoux voyants aux doigts et au cou, des vêtements de marque. Elle était veuve d'un homme d'affaires et vivait de ses investissements. Elle habitait un appartement en attique au centre de Toulouse et tenait à faire savoir, dans chaque conversation, qu'elle avait de l'argent. Beaucoup d'argent. Je suis arrivée ponctuellement à midi, comme toujours. J'ai apporté une tarte aux pommes que j'avais mis 3 heures à préparer la veille au soir. Anaïs a ouvert la porte avec un sourire forcé. Elle avait l'air fatiguée, des cernes marquées, les cheveux attachés n'importe comment. « Bonjour Marguerite, entre s'il te plaît. » J'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas embrassée. Elle s'est juste écartée. Je suis entrée en portant ma tarte dans un plat en verre simple. Le salon était différent. De nouveaux rideaux, chers, en velours bordeaux. Des coussins assortis. Un tapis persan qui n'était définitivement pas là la dernière fois que j'étais venue. « C'est très joli, » ai-je dit, essayant d'être gentille. « C'est ma mère qui a tout choisi, » répondit Anaïs sèchement. Martine émergea de la cuisine comme une reine entrant dans son salon. Elle portait une robe blanche moulante, des talons hauts à l'intérieur de la maison, un maquillage lourd. Elle m'a regardée de haut en bas, ma robe simple en coton bleu, mes chaussures plates, usées, mon vieux sac en simili-cuir. « Marguerite, » dit-elle en traînant sur mon prénom presque ennuyé, « que c'est bien que vous ayez pu venir. » Pu venir ? Comme si c'était un effort considérable. J'ai respiré profondément. « Merci pour l'invitation, Martine. » En fait, c'est Anaïs qui a invité. Je suis juste. Là pour aider. Vous savez, la décoration, l'organisation, des choses qu'Anaïs ne maîtrise pas encore très bien. Anaïs baissa la tête. J'ai senti la colère monter, mais je me suis retenue. Thomas apparut. Mon fils. Grand, les yeux marrons comme les miens, une barbe bien taillée. Il était directeur commercial dans une entreprise de technologie. Il gagnait bien sa vie. Mais à ce moment-là, portant un polo cher et une montre suisse au poignet, il ressemblait à un étranger. « Salut, maman », dit-il sans m'embrasser. Il fit juste un signe de la main de loin. « Bonjour, mon fils. J'ai apporté une tarte. » Il regarda le plat comme si j'avais apporté des ordures. « Ah, d'accord, laisse-la dans la cuisine. » Martine rit, un rire aigu, faux. « Comme c'est mignon, Marguerite, vous faites encore ces petites choses maison. Tellement. Rustique. » Rustique. Le mot résonna dans ma tête comme une insulte. Nous sommes passés à table. Le déjeuner était prêt. Du cassoulet, un plat traditionnel de la région. Mais je savais que ce n'était pas Anaïs qui avait cuisiné. Martine commença à servir comme si c'était sa maison. Elle mit des portions généreuses pour Thomas, des portions moyennes pour Anaïs, et quand ce fut mon tour, elle versa une minuscule cuillerée dans mon assiette. « Vous êtes au régime, n'est-ce pas, Marguerite ? À notre âge, il faut faire attention à notre ligne. » J'ai regardé Thomas en espérant qu'il dise quelque chose. Il n'a rien dit. Il a juste mangé en silence. Pendant le déjeuner, Martine n'a pas arrêté de parler. De ses voyages, de ses investissements, de ses amies importantes.
Elle a comparé l'éducation qu'elle avait donnée à Anaïs avec celle que j'avais donnée à Thomas. Anaïs a étudié dans une école privée, elle a fait un échange à Londres, elle a pris des cours de piano, de tennis. Une éducation de qualité coûte cher, mais ça vaut la peine, n'est-ce pas, Marguerite? Elle savait parfaitement que j'avais élevé Thomas seul, après que son père nous avait abandonnés quand Thomas avait seulement 5 ans. Elle savait que je travaillais en double vacation pour payer les factures, que je vendais des gâteaux au marché du dimanche pour acheter des livres scolaires, que je n'avais jamais pu payer d'école privée, mais que Thomas avait réussi tous ses examens, était entré dans une bonne université publique, avait obtenu son diplôme. J'ai fait de mon mieux, ai-je répondu, ma voix contrôlée. Bien sûr, bien sûr. Personne ne juge, ma chère. Chacun fait avec ce qu'il a, n'est-ce pas? Thomas a continué à manger. Anaïs regardait son assiette. Personne ne m'a défendu. Après le déjeuner, Martine a commencé à critiquer la décoration de la salle à manger. Ce buffet est horrible. On dirait quelque chose d'une brocante. C'est ma grand-mère qui me l'a donné, murmura Thomas. Justement, il faut qu'il parte. Je vais envoyer mon décorateur ici la semaine prochaine. J'ai senti mon cœur se serrer. Ce buffet avait appartenu à ma mère. Je l'avais donné à Thomas quand il avait acheté la maison. C'était une pièce ancienne, en bois massif, pleine d'histoire. Thomas, dis-je doucement, ce meuble a une valeur sentimentale. Martine se tourna vers moi, les yeux aiguisés. Le sentimental ne paie pas les factures, Marguerite, et ça ne va définitivement pas avec une décoration moderne. C'est là que j'ai commis mon erreur. Ou plutôt, c'est là que j'ai finalement dit la vérité. Martine, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas votre maison. Le silence fut assourdissant. Martine devint pâle, puis rouge. Thomas lâcha sa fourchette avec force. Comment ça? J'ai juste dit que tu manques de respect à la mère d'Anaïs dans ma maison. Ma maison. Il a dit ma maison, comme si j'étais une intruse. Thomas, je ne voulais pas. Martine se leva, théâtrale, portant la main à sa poitrine comme si elle faisait une crise cardiaque. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, j'ai payé la moitié des travaux de la cuisine. J'ai acheté les nouveaux électroménagers. Et cette femme a l'audace de me chasser? Femme. Elle n'avait pas dit mon prénom. Elle avait dit cette femme. Thomas était debout maintenant, rouge, les veines saillantes sur le cou. Anaïs essaya d'intervenir. Thomas, calme-toi, on va en parler. Non, cria-t-il, et Anaïs se recroquevilla. Je n'avais jamais vu mon fils crier sur sa femme. Ma mère doit apprendre sa place. Sa place, comme si j'étais une domestique. Martine croisa les bras, triomphante. Elle ne faisait plus semblant d'être offensée. Maintenant, elle savourait ça. Thomas, mon chéri, pas besoin de t'énerver, je comprends. Ta mère vient d'une génération différente. Elle n'a pas eu les mêmes opportunités que nous. C'est naturel qu'elle ait du mal à accepter des standards plus élevés. Standards plus élevés. Chacun de ces mots était un coup de poignard. Marguerite. Thomas se tourna vers moi, et pour la première fois en 36 ans, je ne vis pas d'amour dans ses yeux. Je vis de la colère. Tu vas présenter des excuses à Martine, maintenant. Mon cœur s'arrêta. Présenter des excuses? Pourquoi? Pour avoir dit que cette maison n'était pas la sienne, pour avoir défendu un meuble de ma propre mère. Thomas, je n'ai rien fait de mal. Tu as insulté ma belle-mère. Belle-mère. Il avait crié ce mot comme si elle était plus importante que moi, comme si Martine, qu'il connaissait depuis seulement 3 ans, valait plus que la femme qu'il avait élevée seule. Mon fils, s'il te plaît, je ne suis pas ton fils maintenant. Maintenant, tu es une invitée qui a manqué de respect à ma famille. Ma famille. Il ne m'avait pas incluse dedans. Martine se rassit, croisa les jambes, alluma une cigarette électronique à l'intérieur de la maison et m'observa comme si j'étais un insecte. « J'attends, » dit-elle en souriant. Ce sourire, ce maudit sourire. C'était un sourire de victoire. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle avait tout planifié. Les critiques subtiles pendant des mois, les comparaisons constantes, les rénovations coûteuses qu'il avait positionnées comme la sauveuse de la famille. Elle était, méthodiquement, en train de me remplacer. J'ai regardé Anaïs.
Elle pleurait en silence mais ne disait rien. J'ai regardé Thomas, mon petit garçon. Le garçon que j'avais bercé quand il avait de la fièvre, que j'avais emmené à l'hôpital quand il s'était cassé le bras, que j'avais encouragé quand il avait été rejeté à son premier entretien d'embauche. Le garçon à qui j'avais chanté des berceuses jusqu'à ce qu'il s'endorme, jusqu'à ses 12 ans, quand il avait encore peur du noir. Ce garçon n'existait plus. « Maman » dit-il, la voix plus basse maintenant, mais toujours dure. « Je vais compter jusqu'à 3. Soit tu présentes des excuses à Martine, soit tu sors de ma maison et tu ne reviens plus. » 3. Il allait me donner 3 secondes pour détruire ma dignité. 1. Martine prit une longue bouffée, souffla la fumée par la bouche, les yeux fixés sur moi. 2. Anaïs se couvrit le visage de ses mains. Je l'entendis sangloter. Trop. Je me suis levée avant qu'il ne termine. Mes jambes tremblaient, mais je me suis tenue droite. J'ai marché jusqu'à Martine. Elle leva le menton, attendant que je m'incline, que je m'humilie, que je prouve qu'elle avait gagné. J'ai regardé profondément dans ses yeux. Des yeux bleus, vides, cruels. « Adieu, Thomas », ai-je dit, sans quitter ses yeux à elle. Et je suis sortie. J'ai pris mon vieux sac, mon manteau usé en laine beige, et j'ai traversé ce salon avec les rideaux chers, le tapis persan, les meubles que Martine avait choisis. J'ai traversé la porte et l'ai fermée derrière moi. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai juste fermée, silencieusement. J'ai entendu Martine rire de l'autre côté. Un rire haut, hystérique, de pure satisfaction. J'ai descendu les marches de l'entrée. Le soleil de septembre m'a aveuglé un instant. Je n'avais pas de voiture. J'étais venue en bus, comme toujours. L'arrêt était à 3 pâtés de maison. J'ai commencé à marcher. Mes jambes tremblaient. Ma vision était floue. Je ne sais pas si c'était des larmes ou la chaleur. Probablement les deux. Je suis arrivée à l'arrêt. Je me suis assise sur le banc en métal brûlant. J'ai regardé dans mon sac. Dedans, mon portefeuille avec 34 €, mon vieux téléphone portable, mes clés, ma carte de bus. Pendant 36 ans, ce sac avait transporté des couches, des biberons, des cahiers, des médicaments, des goûters, des jouets. Il avait transporté toute l'enfance de Thomas. Et maintenant, il ne transportait que la solitude d'une mère jetée. Le bus est arrivé. Je suis montée. J'ai passé ma carte. Je me suis assise au fond. 2 femmes âgées bavardaient fort à l'avant. Un adolescent écoutait de la musique sur son portable sans écouteurs, le son s'échappant. Un homme ivre dormait en travers de 2 sièges. C'était mon monde maintenant, anonyme, invisible. Je suis descendue près de mon appartement à Villeurbanne. Un quartier ouvrier, immeubles anciens, rues étroites. J'habitais un studio de 42 mètres carrés au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur. Loyer contrôlé. J'avais obtenu cet endroit après le divorce, il y a 15 ans. C'était petit, mais c'était à moi. J'ai monté les escaliers lentement. Mes genoux me faisaient mal. Je suis entrée. J'ai verrouillé la porte. J'ai regardé autour de moi. Un lit simple contre le mur. Une petite table avec 2 chaises, une cuisinière à 2 feux, un petit réfrigérateur qui faisait du bruit, une étagère avec de vieux livres et des photos de Thomas. Thomas bébé, Thomas à l'école, Thomas à sa remise de diplôme, Thomas à son mariage. Je me suis assise sur le lit. J'ai pris la photo de sa remise de diplôme. Il souriait, en toge, tenant son diplôme. J'étais à côté de lui, dans une robe simple, souriant aussi, fier. « Maman », avait-il dit ce jour-là en m'embrassant fort, « je n'aurais pas réussi sans toi. » J'ai serré la photo contre ma poitrine et, finalement, j'ai pleuré. J'ai pleuré tout ce que j'avais retenu. L'humiliation, la douleur, la trahison, la solitude. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis j'ai pris mon téléphone. J'avais un message d'Anaïs envoyé 10 minutes plus tôt. « Marguerite, je suis désolée. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. J'ai essayé de parler, mais Thomas est différent. Il ne m'écoute plus. Ma mère est... Elle contrôle tout. Je ne sais pas quoi faire.
Pardon. Je n'ai pas répondu. Les jours suivants ont été les plus vides de ma vie. Je me réveillais, je préparais du café, j'allais travailler au stand de fleurs du marché Victor Hugo, je rentrais, je mangeais quelque chose de simple, je me couchais. Je répétais. Mon téléphone restait silencieux. Thomas n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message. Rien. Martine avait gagné. Une semaine plus tard, un jeudi pluvieux, j'arrangeais des roses quand j'ai vu Anaïs. Elle était de l'autre côté du marché, seule, poussant un caddie vide. Elle avait l'air perdue. Nos regards se sont croisés. Elle hésita, puis commença à marcher dans ma direction. « Marguerite, » dit-elle, la voix basse, presque honteuse. « Anaïs. » Elle regarda autour d'elle, nerveuse, comme si elle faisait quelque chose de mal, simplement en me parlant. « Comment vas-tu » ?« Vivante, » ai-je répondu, sèchement. Elle avala sa salive. « Je voulais te parler. À propos de ce qui s'est passé. Ce n'est pas nécessaire. »« Si, ça l'est, » explosa-t-elle, puis se contrôla, baissant la voix. « Marguerite, je souffre. Ma mère habite chez nous maintenant. J'ai gelé. »« Comment ça, elle habite ?» Elle a dit que c'était temporaire, que son attique était en rénovation. Mais ça fait déjà une semaine et elle est partout. Elle a changé les meubles, elle a changé les serviettes. Elle a mis ses affaires dans notre armoire. Elle fume à l'intérieur, même si je lui demande de ne pas fumer. Elle amène ses amis pour des réunions de networking dans notre salon. Et Thomas ne dit rien. « Pourquoi tu ne dis rien ?»« Je dis !» cria-t-elle presque, les larmes coulant. « J'ai dit, plusieurs fois, mais elle a une façon de me faire sentir coupable. Elle dit qu'elle aide, que je devrais être reconnaissante, que j'ai toujours été trop sensible, que je dois mûrir. Et Thomas est d'accord avec elle. » J'ai senti de la colère, mais aussi de la pitié. « Et pourquoi tu me racontes ça ?» Anaïs respira profondément. « Parce que j'avais tort. J'ai laissé faire ça avec toi. Je t'ai vu être humiliée à ce déjeuner et je n'ai rien fait. Et maintenant, elle me fait la même chose. Et pire, elle détruit mon mariage. Ton mari m'a expulsée, Anaïs. » Je sais, et je ne sais pas quoi faire. Il est différent. C'est comme s'il n'était plus l'homme que j'ai épousé. Il obéit à ma mère en tout. Il a changé sa façon de s'habiller parce qu'elle l'a dit. Il dépense de l'argent qu'on n'a pas dans des choses qu'elle suggère. Il me parle de la même façon qu'elle me parle, avec mépris. Mépris, le mot parfait. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Anaïs ?» Elle essuya ses larmes du revers de la main. « Je ne sais pas. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée et que, je comprends maintenant, tu n'as rien fait de mal ce jour-là, et ma mère, elle n'est pas celle que je pensais qu'elle était. » Avant que je puisse répondre, son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et devint pâle. C'est elle, je dois y aller. Elle va me demander où je suis, avec qui j'étais. « Tu as 33 ans, Anaïs. »« Je sais, murmura-t-elle, vaincue, et elle partit en courant. Je suis restée là, entre les roses rouges, ressentant quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la satisfaction de voir Anaïs souffrir aussi. C'était de la tristesse. Une profonde tristesse de réaliser que Martine ne détruisait pas seulement ma relation avec mon fils. Elle détruisait toute une famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond fissuré de mon studio, pensant à Thomas enfant, quand il faisait des cauchemars et venait en courant dans ma chambre. Pensant à Thomas adolescent, quand il avait été rejeté par la première fille qu'il aimait et avait pleuré sur mon épaule. Pensant à Thomas adulte, le jour où il m'avait présenté Anaïs, disant « Maman, je crois que c'est elle. » Où était ce Thomas maintenant? Mon téléphone vibra. 2h37 du matin. C'était un message d'un numéro inconnu. « Marguerite, c'est moi, Anaïs. J'utilise le téléphone d'une amie. Je ne peux pas parler du mien parce qu'elle vérifie. Je dois te dire, ce soir elle a critiqué le poids de Thomas. Elle a dit qu'il était négligé, qu'il devait aller à la salle de sport, engager un coach personnel. Et le pire, elle a critiqué notre façon de faire l'amour. Marguerite, elle nous a écoutés dans la chambre et a fait des commentaires le lendemain matin. Je veux mourir, je n'en peux plus. Thomas ne voit pas l'absurdité de ça. Il reste juste silencieux
et après il était nerveux avec moi, comme si c'était moi qui la provoquais. « Aide-moi, s'il te plaît. » J'ai lu le message 3 fois, j'ai eu la nausée. Cette femme était un monstre. J'ai tapé « Anaïs, tu dois la mettre dehors de cette maison. » La réponse est venue rapidement. « Thomas ne veut pas. Il dit qu'elle aide, qu'elle investit dans notre famille, que je suis ingrate. Alors tu dois prendre une décision. » Quelle décision? Soit tu continues à être marié avec ton mari, soit tu continues à être toi-même. Parce qu'avec cette femme dans ta maison, tu ne peux pas être les deux. Elle a lu. Elle n'a pas répondu. J'ai effacé la conversation comme elle me l'avait demandé. 3 jours plus tard, un dimanche après-midi, je lisais quand j'ai entendu des coups à la porte. Des coups forts, urgents. Je me suis levée, effrayée. J'ai regardé par le Judas. C'était Thomas. Mon cœur s'est emballé. Il frappait à nouveau, plus fort. J'ai pensé ne pas ouvrir. J'ai pensé crier « Va-t'en !» J'ai pensé à tout, sauf à ce que j'ai vraiment fait. J'ai ouvert la porte. Thomas était différent. Il avait maigri. Sa barbe n'était pas faite. Ses yeux avaient des cernes profondes. Il portait des vêtements chers, une chemise de marque, mais elle était froissée. Il avait l'air fatigué, vaincu. « Maman, dit-il. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tenu la porte, bloquant l'entrée. « Maman, j'ai besoin de te parler. Maintenant je suis à nouveau ta maman ?» Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais voulu. Il baissa la tête. « Je mérite ça. Tu mérites plus. » Il respira profondément, comme s'il rassemblait son courage. « Je peux entrer, s'il te plaît ?» Tout en moi hurlait de lui fermer la porte au nez, de lui faire ressentir une fraction de la douleur qu'il m'avait causée. Mais c'était mon fils. Et aussi fort que j'essayais de le détester, je n'y arrivais pas. J'ai ouvert l'espace. Il est entré. Il a regardé autour de mon studio minuscule. J'ai vu la honte sur son visage. La honte de réaliser où je vivais, alors qu'il était dans une maison de 3 chambres avec jardin. « Assieds-toi », ai-je dit en montrant l'une des 2 chaises. Il s'est assis. Je me suis assise sur l'autre, de l'autre côté de la petite table. Entre nous, la distance semblait kilométrique. « Je ne suis pas venu pour m'excuser », commença-t-il. Mon estomac s'est serré. « Parce que excuse serait trop peu », continua-t-il, la voix brisée. « Je suis venu implorer ton pardon. » Je suis restée silencieuse. « Maman, j'ai tout gâché. Il frappa la table de la main, faisant trembler les vieilles tasses. « Anaïs est détruite. Elle pleure tous les jours. Elle ne dort pas, elle ne mange pas correctement. Et c'est ma faute. Et celle de ta belle-mère, ai-je complété. Il ferma les yeux, comme si entendre ça faisait mal. Elle habite chez nous, ça fait 2 semaines. Je sais. Il ouvrit les yeux, surpris. Tu sais? Anaïs me l'a dit. Il devint pâle. Anaïs t'a parlé? Oui. Elle appelle au secours, Thomas. Et tu es sourd. Il enfouit son visage dans ses mains. Je ne voulais pas que ça arrive à ce point. Je pensais que Martine essayait d'aider. Elle a payé la rénovation de la cuisine, acheté de nouveaux électroménagers, donné de l'argent pour qu'on investisse. Je pensais qu'elle était généreuse. Elle n'est pas généreuse. Elle vous achète. Je sais, cria-t-il, puis baissa la voix. Je sais. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, je pensais que tu étais jalouse. Le mot m'a frappé comme un coup de poing. Jalouse? Oui, jalouse qu'elle ait de l'argent, qu'elle puisse nous aider d'une façon que tu n'as jamais pu. Je me suis levée de la chaise. Ma voix est sortie tremblante, mais ferme. Sors de chez moi. Maman, sors! Il s'est levé aussi, désespéré. Non, j'ai mal parlé. Je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit. Tu penses que je suis jalouse de l'argent? J'ai tout vendu pour t'élever. J'ai travaillé dans 2 emplois. J'ai vendu des gâteaux au marché. J'ai donné des cours particuliers le soir. J'ai eu faim pour que tu manges. Et tu penses que je suis jalouse d'une femme qui a acheté une cuisine? Il pleurait maintenant. Pleurait comme je ne l'avais pas vu depuis qu'il était enfant. Je sais, maman.
Je sais ce que tu as fait pour moi. Je l'ai toujours su. Alors pourquoi tu m'as humiliée ? Ai-je crié, et finalement les larmes sont venues. Pourquoi tu m'as traitée comme une moins que rien devant cette femme ? Pourquoi tu m'as expulsée ? Je suis ta mère, Thomas, je suis ta mère. Il est tombé à genoux devant moi. Je sais, et je n'ai pas d'excuse. J'ai été un lâche. Je l'ai laissé manipuler ma tête. Elle n'arrêtait pas de dire que tu étais démodé, que tu ne comprenais pas le monde moderne, que tu allais entraver notre développement. Et j'ai CRU. J'ai cru parce que c'était plus facile que d'admettre qu'elle avait tort. Je l'ai regardée, à genoux sur le sol de mon studio misérable, pleurant. « Lève-toi. »« Non, pas avant que tu m'écoutes. Je t'ai déjà écouté. Lève-toi. » Il s'est levé lentement, essuyant son visage avec ses mains. « Maman, Martine détruit mon mariage. Elle critique tout ce qu'Anaïs fait. Elle critique sa cuisine. Elle critique son corps. Elle critique sa façon d'entretenir la maison. Et le pire, c'est qu'elle fait ça devant moi, attendant que je sois d'accord. Et parfois je suis d'accord juste pour éviter une dispute, et Anaïs me regarde avec une déception qui me tue à l'intérieur. Et tu veux que je fasse quoi ? Je veux que tu m'aides à la mettre dehors. J'ai ri, un rire amer, sans humour. Tu m'as expulsée de ta maison pour la défendre elle. Et maintenant tu veux que je t'aide ? Oui. Non. Maman, s'il te plaît ? Tu m'as humilié, Thomas, j'ai crié. Devant elle, devant ta femme. Tu m'as traité comme si je n'étais rien. Tu m'as dit de m'excuser alors que je n'avais rien fait de mal. Tu m'as chassé de ta maison, une maison pour laquelle j'ai vendu mon propre appartement pour te donner la compte. Il est devenu blanc. Quoi ? Tu ne savais pas ? Bien sûr que tu ne savais pas. Tu ne m'as jamais demandé comment j'avais obtenu cet argent. Tu l'as juste pris. Maman, tu m'avais dit que c'était tes économies. Mes économies étaient mon appartement. J'avais un appartement de 2 pièces à Blagnac. Je l'ai vendu pour te donner 50 000 €. Et maintenant, je vis ici. J'ai ouvert les bras, montrant mon studio pathétique. Dans 42 mètres carrés, pendant que ta belle-mère redécore ton salon avec de l'argent qu'elle a hérité de son mari. Thomas était livide. Il vacilla, s'appuyant contre le mur. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne m'as jamais demandé. Tu as juste pris, comme tu as toujours pris. C'est injuste. Injuste ? Ma voix craqua. Ce qui est injuste, c'est qu'après tout ce que j'ai fait, tu m'es jeté comme une ordure. Ce qui est injuste, c'est que tu valorises une femme que tu connais depuis 3 ans plus que la mère qui t'a élevée toute seule. Ce qui est injuste, Thomas, c'est que tu aies choisi elle plutôt que moi. Il sanglotait maintenant, à grand bruit, comme un enfant. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ta désolation ne change rien. Maman, s'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. Anaïs veut me quitter. Bonne pour elle. Maman. Quoi ? Tu veux que je te plaigne ? Tu as détruit ton propre mariage. Thomas, tu as laissé cette vipère entrer dans ta vie et maintenant elle t'étouffe. Et tu veux que je te sauve ? Il tomba à nouveau à genoux. Oui. Je le regardais, là, à genoux, brisé. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, comme quand il était petit. L'autre partie voulait le laisser souffrir plus longtemps. « Lève-toi », ai-je dit, fatigué. Il se leva lentement, essuyant son visage mouillé de larmes. « Tu veux que je t'aide » demandai-je. « Oui. »« Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi, tu vas regarder Martine dans les yeux, et tu vas lui dire que c'est fini, que son séjour temporaire est terminé, que tu es reconnaissant pour son aide, mais que maintenant, vous avez besoin de votre espace. Et si elle résiste, tu appelles à la police. Je ne peux pas faire ça. Alors tu ne peux pas être aidé. Maman, elle va faire un scandale. Elle va dire qu'on est ingrat, que... Et alors ? J'ai explosé. Qu'elle le dise. Laisse-la parler. C'est ta maison, Thomas, ta femme, ta vie. Arrête d'être un lâche.
Il se recroquevilla sous mes mots. Je ne suis pas un lâche. Si, tu le. Un lâche qui a abandonné sa mère pour ne pas contrarier une femme manipulatrice. Un lâche qui laisse sa femme pleurer tous les soirs parce qu'il a trop peur de confronter sa belle-mère. Un lâche qui préfère la paix à la dignité. Chaque mot était un coup, et il les encaissait tous. Tu as raison, murmura-t-il. J'ai été un lâche. Et tu continues à l'être. Tant que Martine sera dans ta maison, tu seras un lâche. Il leva les yeux vers moi, rouge, gonflé. Si je la mets dehors, tu reviendras? J'ai senti ma gorge se serrer. Je ne sais pas. Maman, je ne sais pas, Thomas. Tu m'as blessé d'une façon que je ne sais pas si je peux guérir. S'il te plaît, donne-moi une chance. Juste une chance de réparer. Je me suis assise, soudainement épuisée. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Il secoua la tête. Ce n'est pas que tu m'aies expulsé, c'est que tu m'aies regardé sans amour. Pendant 36 ans, Thomas, quand je te regardais, je voyais mon fils. Mais ce jour-là, quand tu m'as regardé, j'ai vu un étranger qui me détestait. Il s'effondra dans l'autre chaise, mettant sa tête dans ses mains. Je ne te déteste pas. Je ne t'ai jamais détesté. Alors pourquoi tu m'as traité comme ça? Il resta silencieux longtemps. Puis, d'une voix brisée, parce que Martine disait ce que je voulais entendre. Elle disait que j'étais intelligent, brillant, que je méritais plus, que je devais penser à mon avenir. Et toi? Toi, tu me disais d'être prudent avec l'argent, de ne pas m'endetter, de passer plus de temps avec Anaïs. Tu me disais des vérités, et les vérités font mal. Et j'ai préféré le mensonge confortable. J'ai fermé les yeux. Au moins tu es honnête maintenant. Je suis tellement désolée, maman. Arrête de dire désolée. Les mots ne signifient rien. Ce sont les actions qui comptent. Alors dis-moi quoi faire, s'il te plaît. J'ai ouvert les yeux et les regardé. Je t'ai déjà dit, Martine doit partir. Ce n'est pas négociable. D'accord. Et tu dois présenter tes excuses à Anaïs. Vraiment t'excuser. Pas juste dire les mots, mais montrer que tu es désolé. Je le ferai. Et tu dois venir ici, dans mon petit studio misérable, toutes les semaines. Et tu vas m'aider avec les courses. Et tu vas m'écouter. Vraiment m'écouter. Je le ferai, je promets. Et si jamais, tu me manques de respect à nouveau de cette façon, ça n'arrivera plus. Si ça arrive, Thomas, je te retire de ma vie pour toujours. Et cette fois, il n'y aura pas de retour. Il hocha la tête, larmes coulant à nouveau. Je comprends. Nous sommes restés assis là, dans le silence, pendant ce qui sembla une éternité. Je vais y aller, dit-il finalement. Je vais faire ce que tu as dit. Bien. Il se leva, se dirigea vers la porte, puis se retourna. Maman? Quoi? Merci. Ne me remercie pas avant que ce soit fait. Il hocha la tête et sortit. Je suis restée assise là, dans mon studio, me demandant si j'avais fait la bonne chose, me demandant s'il allait vraiment avoir le courage de confronter Martine, me demandant si notre relation pourrait jamais être réparée. Mon téléphone vibra. Un message d'Anaïs. « Marguerite, Thomas vient de rentrer. Il a l'air différent, déterminé. Il m'a dit qu'il a parlé avec toi. Merci. Merci d'avoir parlé avec lui. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, mais... Merci. » J'ai regardé le message pendant longtemps avant de répondre. Dis-lui de tenir sa promesse. Je le ferai. Et Marguerite, je suis vraiment désolée, pour tout. Je n'ai pas répondu. 3 jours passèrent. Pas de nouvelles. Je travaillais au marché, arrangeant des bouquets de tulipes, quand j'ai vu une femme familière s'approcher. Pas Anaïs. Martine. Mon sang s'est glacé. Elle marchait vers moi avec ses talons hauts, son tailleur Chanel, ses lunettes de soleil de créateur. Elle s'arrêta devant mon stand, me regardant de haut en bas avec ce sourire méprisant. « Marguerite, dit-elle, enlevant ses lunettes. Quelle surprise de te trouver ici, travaillant, comme toujours. » Je ne dis rien. Je continuais à arranger mes fleurs. « Tu sais, continua-t-elle, je dois te remercier. » Me remercier? Oui,
Tu as tellement facilité les choses, en partant de cette façon, sans te battre. Tu m'as donné exactement ce que je voulais. L'accès complet à mon gendre, à ma fille, à leur vie. Je la regardais enfin. Tu es malade? Elle rit. Je suis intelligente. Il y a une différence. Tu vois, Marguerite, des femmes comme toi. Vous ne comprenez pas comment le monde fonctionne. Vous pensez que l'amour suffit, que le sacrifice suffit. Mais ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est le pouvoir, l'influence, l'argent et la dignité. La dignité ne paie pas les factures, ma chère. Alors, pourquoi tu es ici? Tu es venue te vanter? Elle sourit encore plus largement. Je suis venue te faire une offre. Une offre? Oui, je vais te donner 5 000 €, en espèces, aujourd'hui même. Tout ce que tu as à faire, c'est signer un petit document disant que tu renonces volontairement à tout contact avec Thomas et sa famille. Je la fixais, incrédule. Tu essaies de m'acheter? Je t'offre une sortie gracieuse. Prends l'argent. Va vivre ta petite vie. Laisse Thomas tranquille. Va-t'en. 10 000. Va-t'en. Tu es vraiment stupide, tu sais, tu pourrais... Si tu n'es pas parti dans 10 secondes, j'appelle la sécurité. Elle remit ses lunettes, hautaines. Tu vas regretter ça. Non, toi, tu vas regretter. Elle fit demi-tour et partit, ses talons claquant sur le sol du marché. Mes mains tremblaient. Une cliente s'approcha, inquiète. « Ça va, madame ?»« Oui, mentis-je. »« Ça va. » Mais ça n'allait pas. Martine était en guerre, et elle ne se rendrait pas facilement. Cette nuit-là, à 23h47, mon téléphone sonna. Thomas. « Maman. »« Quoi ?» ?»« Je l'ai fait. Je lui ai dit de partir. » Mon cœur bondit. « Et ?» Elle a ri. Elle a dit que je ne pouvais pas la forcer à partir, que c'était notre maison autant que la sienne, qu'elle avait investi trop d'argent pour être traitée ainsi. Et tu as dit quoi? J'ai appelé la police. J'ai arrêté de respirer. Tu as fait quoi? J'ai appelé la police, maman. J'ai dit qu'il y avait quelqu'un qui refusait de quitter ma propriété. Ils sont venus. Elle a fait un scandale énorme, a menacé de me poursuivre en justice, a dit à Anaïs qu'elle la déshériterait. Mais ils l'ont escortée dehors. Je me suis assise sur mon lit, tremblante. Thomas. Elle est partie, maman. Elle est partie. Et Anaïs? Elle pleure, mais ce sont des larmes de soulagement. Les jours suivants furent étranges. J'attendais. Quelque chose. Une vengeance de Martine. Un appel furieux. Mais il n'y eut que le silence. Thomas m'envoyait des messages quotidiens. Des messages simples. « Bonjour maman. Comment vas-tu? On pense à toi. » Je répondais brièvement. Je n'étais pas encore prête à pardonner complètement. La blessure était trop profonde. 2 semaines après l'expulsion de Martine, un samedi matin, on frappa à ma porte. J'ouvris prudemment. C'était Anaïs. Elle tenait un panier. « Bonjour, Marguerite, » dit-elle timidement. « Anaïs. Je t'ai apporté quelque chose. » Elle me tendit le panier. Des croissants, du fromage, du miel. Et elle sortit une bouteille. Du vin de la région de Thomas aîné. Je pris le panier, émue malgré moi. Tu n'avais pas à... Si, j'avais à. Elle respirait difficilement, comme si elle retenait des larmes. Marguerite, je sais que ce que nous t'avons fait est impardonnable. Je sais qu'un panier ne répare rien, mais je voulais au moins essayer. Entre, dis-je doucement. Elle entra, regardant autour d'elle avec ce même air de choc et de honte que Thomas avait eu. Tu vis ici depuis 15 ans. Mon Dieu. Elle s'assit sur une chaise, couvrant son visage. Et Thomas a utilisé ton argent pour... Il ne savait pas. Il aurait dû savoir. Il aurait dû demander. Elle leva les yeux vers moi, rouge. Marguerite, ma mère m'a appelée hier. Je me raidis. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Elle m'a dit que si je ne quittais pas Thomas immédiatement, elle me déshériterait. Elle m'a dit que j'avais choisi la mauvaise famille, que toi et Thomas étiez des parasites qui allaient me ruiner. Et qu'est-ce que tu as répondu ? Un petit sourire apparut sur son visage à travers les larmes. Je lui ai dit qu'elle pouvait garder son argent, que j'avais déjà une famille, une vraie. Je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine, quelque chose de douloureux mais aussi libérateur. Tu vas le regretter. Peut-être, mais au moins je pourrais me regarder dans un miroir. Elle prit ma main. Marguerite, je ne demande pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je demande. Une chance de te montrer que je peux être la belle-fille que tu méritais depuis le début. Je regardais nos mains jointes, vieille peau contre jeune peau. Pourquoi tu n'as rien dit ce jour-là? Au déjeuner? Parce que j'avais peur. Sa voix se brisa. J'avais peur de ma propre mère, peur de sa colère, peur de la perdre. Mais j'ai réalisé quelque chose. Je l'avais déjà perdue, depuis longtemps. Ce que j'appelais amour maternel n'était que du contrôle. Toutes les mères ne sont pas comme ça. Je sais, tu me l'as montré, la façon dont tu as élevé Thomas. Seul, sans argent, mais avec tellement d'amour. Elle pleurait ouvertement maintenant. Ma mère avait tout, l'argent, le temps, les ressources, mais elle n'a jamais. Elle ne m'a jamais regardé comme tu regardes Thomas, même après tout ce qu'il t'a fait. C'est mon fils. Exactement. Et c'est ça qu'elle n'a jamais compris, l'amour inconditionnel. Elle aime avec des conditions, des attentes, des exigences. Nous sommes restés assises là, main dans la main, deux femmes blessées par la même personne, mais d'une manière différente. « Anaïs, dis-je finalement, je ne peux pas dire que tout est pardonné. Je comprends, mais je suis prête à essayer, lentement. » Elle hocha la tête vigoureusement. « C'est tout ce que je demande. »« Et Anaïs ? » ?»« Oui, dis à mon fils que s'il veut me voir, il doit venir ici, dans mon espace, pas chez vous, pas au restaurant, ici. S'il veut me reconquérir, il doit voir où j'ai vécu pendant qu'il vivait confortablement. Je lui dirai. » Après son départ, j'ouvris le panier. Les croissants sentaient le beurre frais. Le fromage était de qualité. Le miel, doré et épais. La bouteille de vin portait une étiquette simple, Cahors 2018. L'année de naissance de Thomas était 1988, mais Cahors était la région où nous avions vécu quand il était bébé. Elle se souvenait. Je pleurais en mangeant un croissant. Le dimanche suivant, Thomas frappa à ma porte. Il ne portait plus de vêtements de marque. Jeans simples, pull en laine, chaussures de sport usées. Il tenait un sac de courses. « Bonjour, maman. »« Entre. » Il entra, posa le sac sur la table. « J'ai apporté de quoi faire le déjeuner. Ton cassoulet préféré. »« Si. Si tu me laisses cuisiner ici. » Je regardais le sac. Haricots blancs, confit de canard, saucisses de Toulouse, tomates, ail. Tu te souviens de la recette? Tu me l'as apprise quand j'avais 12 ans. Et tu as déjà cuisiné depuis? Il baissa les yeux. Non, Martine disait que c'était du travail de femme. Martine disait beaucoup de bêtises. Je sais. Je le laissais utiliser ma petite cuisinière. Il travaillait maladroitement, mais avec détermination. Je le regardais depuis le lit, étonné de voir mon fils, cet homme en costume qui me regardait avec mépris il y a quelques semaines, maintenant en train de hacher de l'ail dans mon studio minuscule. « Thomas. »« Oui ? Pourquoi tu as vraiment appelé la police ?» Il arrêta de cuisiner, se retourna vers moi. « Parce que j'ai eu peur. » « Peur de quoi ? » « Peur de devenir comme elle. » Il s'assit sur l'autre chaise, les mains tremblantes. « Cette nuit-là, après que tu sois parti, je me suis regardée dans le miroir. Et tu sais ce que j'ai vu ? » « Quoi ? » « Un étranger. Un étranger qui avait expulsé sa propre mère. Un étranger qui obéissait à une manipulatrice. Un étranger qui faisait pleurer sa femme tous les soirs. Et j'ai eu peur, maman. Peur que c'était qui j'étais devenue. Et tu penses avoir changé en 3 semaines ?
Non. Il me regarda directement. Je ne pense pas avoir changé. Je pense que j'essaie de retrouver qui j'étais, avant elle. Et qui étais-tu? Ton fils? Les mots flottèrent entre nous. Thomas, si tu veux vraiment réparer ça, je ferai n'importe quoi. Alors vends la maison. Il cligna des yeux, choqué. Quoi? Vends la maison, cette maison qu'elle a décorée, cette maison où je vivais mon pire souvenir. Vends-la. Trouve un endroit plus petit, un endroit que toi et Anaïs choisirez ensemble, sans son influence, sans son argent. Mais on perdra de l'argent. Le marché n'est pas. Je me fiche du marché. Je me levai. Cette maison est empoisonnée, Thomas. Chaque rideau, chaque meuble, chaque pièce porte son empreinte. Comment tu vas guérir là-dedans? Il resta silencieux longtemps. Tu as raison. Et l'argent qu'elle a investi? On lui remboursera, jusqu'au dernier euro, même si ça prend des années. Bien. Le cassoulet prit 3 heures. Nous parlâmes peu pendant la cuisson, mais c'était un silence différent. Pas inconfortable, juste, présent. Quand ce fut prêt, nous mangeâmes ensemble à ma petite table. Le goût me ramena 25 ans en arrière, quand Thomas avait 12 ans et qu'il m'aidait dans la cuisine de notre petit appartement à Blagnac. « C'est bon, dis-je. Pas aussi bon que le tien. Ça viendra avec la pratique. » Après le repas, il lava la vaisselle dans mon petit évier. Je le regardais, cet homme de 36 ans, laver mes vieilles assiettes, et je réalisais quelque chose. Parfois, les gens doivent tomber très bas pour apprendre à remonter. Avant de partir, il se retourna à la porte. « Maman ? Oui, je t'aime. » C'était la première fois qu'il le disait depuis des mois. « Je sais, répondis-je. Maintenant, va-t'en, éprouve-le. » Il sourit, un vrai sourire, et partit. Les semaines suivantes établirent un rythme. Thomas venait chaque dimanche. Parfois il cuisinait, parfois il m'aidait avec des réparations dans le studio, un robinet qui fuyait, une fenêtre coincée. Il ne parlait pas beaucoup, juste travaillait, et c'était suffisant. Anaïs venait aussi, parfois seule, parfois avec Thomas. Elle m'apportait des nouvelles, ils avaient mis la maison en vente. Martine avait menacé de poursuites judiciaires, mais son avocat lui avait dit qu'elle n'avait aucun recours légal. Elle avait fait un scandale public, disant à tous ses amis que sa fille l'avait trahi. Mais Anaïs tenait bon. « Comment tu te sens ?» demandai-je un après-midi pendant qu'on buvait du thé. « Libérée. » Elle sourit tristement. Et terrifiée. « C'est normal. Ma mère a été ma boussole toute ma vie. Même quand elle me blessait, je pensais que c'était parce qu'elle m'aimait. Maintenant, je réalise. Je ne sais pas si elle sait aimer. Certaines personnes ne le savent pas. Tu le sais. Parce que j'ai dû apprendre. L'amour n'est pas naturel pour tout le monde, Anaïs. C'est un choix, une pratique. » Elle posa sa tasse. « Marguerite, puis-je te demander quelque chose de personnel ?»« Bien sûr. Comment tu as fait? Élever Thomas seul, sans argent, sans soutien ?» Je réfléchis longtemps avant de répondre. Je ne pensais pas au grand tableau. Je pensais juste au lendemain. Est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? A-t-il fait ses devoirs? Est-il heureux? Et chaque jour, je répondais oui à ces questions. Et un jour, je me suis retournée et il était adulte. Tu ne t'es jamais senti dépassé? Tout le temps. Je ris doucement. J'ai pleuré presque tous les soirs pendant ces 10 premières années. Je me demandais si je faisais les choses correctement, si j'étais une bonne mère, s'il me détesterait quand il grandirait pour ne pas lui avoir donné plus. Et maintenant, tu penses que tu as été une bonne mère? Je regardais par la fenêtre, vers les toits de Villeurbanne. Je pense que j'ai fait de mon mieux, et parfois, c'est tout ce qu'on peut faire. 2 mois après l'expulsion de Martine, la maison fut vendue. Thomas et Anaïs trouvèrent un petit appartement de 3 pièces près du centre de Toulouse. Pas de jardin, pas de luxe, mais à eux. Ils m'invitèrent pour le dîner inaugural. J'hésitais longtemps avant d'accepter. La dernière fois que j'avais mis les pieds dans leur maison. Mais ce n'était pas la même maison. Quand j'arrivai, Anaïs ouvrit la porte avec un sourire nerveux. « Entre, s'il te plaît. » L'appartement était simple,
murs blancs, meubles basiques. Mais il y avait quelque chose que l'autre maison n'avait jamais eu, de la chaleur. « C'est joli », dis-je honnêtement. « C'est petit », dit Thomas en sortant de la cuisine. « Mais c'est à nous. » Sur le mur du salon, je remarquai quelque chose qui me fit m'arrêter. Une photo encadrée. Thomas enfant, dans mes bras. Je ne me souvenais pas de cette photo. « Où tu as trouvé ça ?»« Dans une boîte dans ton studio, tu te souviens ? Tu me l'as montré il y a 1 mois. » Je me souvenais maintenant. Il m'avait demandé s'il pouvait la prendre. Je pensais que c'était pour un album, pas pour l'accrocher. « Je voulais qu'elle soit la première chose que je vois chaque matin, » dit-il doucement, pour me rappeler d'où je viens, qui je suis vraiment. Je dus me détourner pour qu'il ne voie pas mes larmes. Le dîner fut simple, poulet rôti, pommes de terre, salade. Rien d'extravagant, mais fait avec amour. « Tu sais cuisiner maintenant ?» remarquai-je. Anaïs rit. « Il s'améliore. La semaine dernière, il a brûlé le riz. »« J'ai distrait » protesta Thomas, souriant. Les regarder se taquiner, rire ensemble. C'était comme voir 2 personnes renaître. Après le dîner, pendant qu'Anaïs préparait le café, Thomas me prit à part. « Maman, il y a quelque chose que je veux te montrer. » Il me conduisit à la petite 2e chambre. Elle était vide, sauf pour une chaise au milieu. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« C'est pour toi. »« Pour moi ? On veut que tu aies ta propre chambre ici. Pour quand tu viens. Pour que tu saches que tu as toujours une place. » Je regardais la pièce vide, petite, juste assez pour un lit et une commode, mais à moi. Thomas. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait. Je sais que te donner une chambre maintenant n'efface pas le fait que je t'ai expulsé de l'autre maison. Mais je veux que tu saches que tu n'auras plus jamais à te demander si tu es la bienvenue. Je m'assis sur la chaise, submergé. « Et si ça ne marche pas ?» demandai-je. « Entre nous ? Alors on continuera d'essayer. » Il s'agenouilla devant moi comme il l'avait fait dans mon studio. « Je passerai le reste de ma vie à essayer, maman, parce que tu le mérites, parce que je t'aime, et parce que je veux être l'homme que tu as élevé, pas l'homme que Martine a créé. Tu étais toujours cet homme. Tu t'étais juste perdu. Et tu m'as retrouvé. » Nous restâmes là, dans cette pièce vide qui représentait tant. Un nouveau départ, une promesse, une réparation. Anaïs apparut à la porte avec 3 tasses de café. « Ça va ?»« Oui, » dis-je, acceptant une tasse. « Ça va ?» Plus tard, cette nuit-là, de retour dans mon studio, je m'assis sur mon lit et regardai autour de moi. Cet endroit qui avait été mon refuge, ma prison, mon témoin. Ces murs qui m'avaient vu pleurer, crier, me demandaient si j'avais échoué en tant que mère. Mon téléphone vibra. Un message de Thomas. « Merci d'être venu ce soir. Ça signifiait tout pour nous, pour moi. Dors bien, maman, je t'aime. » Je le relus plusieurs fois, puis je répondis « Je t'aime aussi, mon fils. » 3 mots. Les mêmes 3 mots que j'avais dit à Martine ce jour-là, mais avec une signification complètement différente. Ce jour-là, je les avais dit en partant. Aujourd'hui, je les disais en revenant. Je posais le téléphone et remarquais la photo sur ma table de nuit. Thomas, à sa remise de diplôme, m'embrassant sur la joue. J'avais pleuré ce jour-là de fierté. Et j'avais pleuré il y a quelques semaines de douleur. Maintenant, je pleurais. De soulagement, de pardon, d'espoir. Parce que parfois, les gens ne sont pas perdus pour toujours. Parfois, ils reviennent, pas les mêmes, brisés, humbles, mais réels. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être que c'est même mieux. 6 mois passèrent. L'hiver se transforma en printemps. Mon stand de fleurs au marché Victor Hugo fleurissait avec les tulipes et les jonquilles. Je souriais plus souvent. Les clients le remarquaient. « Vous avez l'air heureuse, Marguerite, » dit Madame Laurent, une habituée. « Je le suis, » répondis-je, surprise de constater que c'était vrai. Les dimanches, chez Thomas et Anaïs, étaient devenus une tradition. Parfois, on cuisinait ensemble. Parfois, on regardait juste de vieux films. Rien d'extraordinaire. Mais c'était à nous. Un dimanche d'avril, alors que nous étions assis dans leur petit salon, Anaïs prit une profonde respiration. « Marguerite, Thomas, nous avons quelque chose à vous dire. »
Je vis Thomas prendre sa main, souriant. Je suis enceinte. Le monde s'arrêta. Un bébé, mon petit-fils ou petite-fille. Combien de semaines ? Demandai-je, ma voix étranglée. 12. Nous voulions attendre d'être sûrs avant de le dire. Thomas me regardait avec anxiété, attendant ma réaction. Je vais être grand-mère, murmurai-je. Oui. Anaïs sourit à travers ses larmes. Et nous voulons que tu sois présente. Pour tout. Les échographies, l'accouchement, les premiers mois. Tout ce que ma mère aurait dû être, mais ne sera jamais. Elle sait ? Non. La voix d'Anaïs se durcit. Et elle ne saura pas. Cet enfant grandira en connaissant l'amour véritable, pas la manipulation, pas le contrôle, l'amour. Je me levai, traversai la pièce et pris Anaïs dans mes bras. Nous pleurâmes toutes les deux. Des larmes de joie, de guérison, de futur. Je serai là, murmurai-je. Pour tout. Les mois de grossesse furent une période de renaissance pour nous tous. Je les accompagnais aux rendez-vous médicaux. J'aidais Anaïs quand elle avait des nausées. Thomas peignait la nurserie, une douce couleur jaune neutre. Comme ça, que ce soit un garçon ou une fille, expliqua-t-il. Tu ne veux pas savoir le sexe ? Non, on veut la surprise. Je souriais en le regardant travailler. Mon fils, qui ne savait même pas tenir un marteau correctement il y a 1 an, construisait maintenant un berceau de ses propres mains. Un soir, alors que nous étions seuls dans la nurserie, il posa son pinceau. « Maman, j'ai peur. » « De quoi ? » « De reproduire mes erreurs. De devenir le genre de père qui met les mauvaises personnes en premier. » Je m'assis sur le tabouret de peinture. « Thomas, le fait que tu aies peur montre que tu ne feras pas ces erreurs. » « Comment tu peux en être sûr ? » « Parce que tu as appris, la leçon la plus difficile. Mais tu as appris. » Il se tourna vers moi. « Si je commence à dévier, tu me le diras, même si ça me blesse ? » « Toujours. Promets-le. » « Je te le promets. » Novembre arriva. Le bébé était attendu pour la fin du mois. Anaïs était énorme, inconfortable, mais radieuse. « Je ne peux plus attacher mes chaussures, » se plaignit-elle un dimanche. « C'est pour ça que tu m'as, » dit Thomas, s'agenouillant pour lui attacher ses baskets. Je les regardais de la cuisine, mon cœur gonflé. C'était ça, l'amour. Pas les grands gestes, pas l'argent, juste être là. Pour les chaussures, pour les nausées, pour les peurs nocturnes. Le 28 novembre, à 3 heures du matin, mon téléphone sonna. « Maman !» La voix de Thomas était paniquée. « C'est l'heure. Anaïs a perdu les os. On va à l'hôpital. »« J'arrive. » Je ne m'étais jamais habillée aussi vite. Le taxi me déposa à l'hôpital Purpan 30 minutes plus tard. Je courus vers la maternité. Trouvai Thomas dans la salle d'attente, marchant de long en large. « Comment elle va ?»« Elle souffre. » Il avait les yeux rouges. « Je me sens tellement inutile. »« Tu es là. C'est tout ce qui compte. » Les heures passèrent. 6 heures, 8 heures, 10 heures. Le travail était long, difficile. À 14h37, une sage-femme sortit. « Monsieur Dubois, votre femme vous demande. » Il disparut dans la salle d'accouchement. Je restai seule dans la salle d'attente, priant. Pas à un Dieu particulier. Juste. Priant. À 16h12, j'entendis un cri de bébé, fort, sain, vivant. Je me levai, tremblante. La porte s'ouvrit. Thomas sortit, les larmes ruisselant sur son visage, tenant un petit paquet enveloppé dans une couverture rose. « Maman, » dit-il, sa voix brisée par l'émotion. « Rencontre ta petite fille. » Il plaça le bébé dans mes bras. Elle était minuscule, parfaite. Ses yeux étaient fermés, son petit poing serré. « Elle s'appelle comment ?» murmurai-je. « Marguerite. » Il sourit à travers ses larmes. On l'a appelée Marguerite. Je regardais cette petite vie dans mes bras, mon homonyme, ma rédemption, ma raison. « Bonjour, petite Marguerite, chuchotai-je. Je suis ta grand-mère. Et je te promets,
Je te promets que tu connaîtras seulement l'amour, le vrai. Celui qui ne fait pas mal, celui qui ne contrôle pas, celui qui te laisse grandir et être toi-même. Le bébé ouvrit les yeux, des yeux marron foncé, comme les miens, comme ceux de Thomas, et me regarda. Et dans ce regard, je vis le futur. Un futur où les erreurs du passé n'étaient pas répétées, où l'amour n'était pas conditionnel, où les familles guérissaient. Anaïs apparut à la porte, épuisée mais souriante. « Alors » demanda-t-elle. « Qu'en penses-tu » Je regardai Thomas, puis Anaïs, puis la petite Marguerite dans mes bras. « Je pense, » dis-je, ma voix tremblant d'émotion, « que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. »« Non, » dit Thomas doucement, posant sa main sur mon épaule. « Le plus beau cadeau que nous avons reçu, c'est toi. Ton pardon, ta présence, ta force. » Ce soir-là, après qu'Anaïs et le bébé se soient endormis, Thomas et moi étions assis dans la salle d'attente, désormais vide. « Tu sais ce qui est drôle » dit-il. « Quoi ?»« Martine nous a envoyé un cadeau, pour le bébé. » Mon sang se glaça. « Quoi ?» Un énorme panier de vêtements de créateur, avec une carte disant « À ma petite fille. Qu'est-ce que vous allez faire ?» On l'a retourné. Il me regarda. On a écrit « Cette petite fille n'a pas besoin de vêtements de créateur. Elle a besoin d'une famille aimante. Quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Elle va être furieuse. Qu'elle le soit. » Il haussa les épaules. Elle ne fait plus partie de nos vies. Elle n'a plus de pouvoir sur nous. Et si elle essaie de revenir, elle ne reviendra pas. Sa voix était ferme. Parce que cette fois, je sais qui elle est vraiment. Et je sais qui je veux être. Nous restâmes assis là, dans le silence, jusqu'à ce que l'aube commence à filtrer à travers les fenêtres de l'hôpital. « Thomas ? » ?»« Oui ? » ?»« Je suis fier de toi. » Il prit ma main. « Merci de ne pas avoir abandonné, même quand j'ai abandonné. » C'est ce que font les mères. On n'abandonne jamais. Même quand on le devrait, surtout quand on le devrait. Le soleil se levait sur Toulouse. Un nouveau jour, une nouvelle vie, une nouvelle chance.